Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Dernière semaine sur les cartes joueurs. Normalement la semaine prochaine je vous présente 5 decks, qui fera donc que je finisse d'ici là. Et donc on continue sur les cartes triclassées. Première carte c'est Cogneur. C'est donc le talent triclassé, gardien, truand et survivant. 2 icônes de force. Et donc c'est le même schéma que d'habitude. Enfin que d'habitude, que les 4 autres donc. Utilisation de ressources. Reconstituer ses ressources au début de chaque round. Les ressources sur Cogneur peuvent être dépensées pour payer des cartes armure, arme à feu ou corps à corps. Action rapide. Lors d'un test de compétence sur une carte armure, arme à feu ou corps à corps, dépensez une ressource de Cogneur, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc comme pour les précédentes et pour les suivantes, alors je pense que je me suis pas trompé sur le filtre. Déjà il y en a quand même beaucoup moins. Il y en a donc un peu moins d'une soixantaine en raison des doublons. Voilà. Alors pour les cartes qui ont le trait armure, il y en a quand même très peu. Gardien, survivant, truand, neutre et du biclassé gardien et survivant. Celles qui sont notables. L'armure des Ardennes, alors que je n'ai jamais joué. Donc l'armure des Ardennes, elle coûte 4. Et voilà, grâce à Cogneur, vous pouvez l'avoir à moitié prix. Et voilà, bon par contre il n'y a pas de test à faire dessus. Équipement de protection, même réflexion, ça coûte 4. Et vous pouvez l'avoir à moitié prix. Alors concrètement, les avoir à moitié prix, ça pourra servir... Alors pour celle-ci, pour équipement de protection, ça pourra servir à William Yorick qui, rappelle, peut jouer un soutien depuis sa pile de défausse après avoir vaincu un ennemi. Donc voilà, quand il rejoue depuis sa défausse équipement de protection, il paie 2 au lieu de 4. Et une autre, oui, que j'allais oublier de mentionner. Pourtant, je croyais avoir ouvert l'onglet la dernière fois, lors de la préparation. Bref, armure enchantée. C'est un soutien gardien qui occupe un emplacement de corps, un emplacement d'arcane. Jouez l'armure enchantée sous le contrôle de n'importe quel investigateur dans votre lieu. Forcé, après qu'au moins un dégât ou horreur a été placé sur l'armure enchantée, le propriétaire de l'armure enchantée effectue un test de volonté X, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs dessus. En cas d'échec, défaussez l'armure enchantée et assignez ailleurs les dégâts et horreurs qui venaient juste d'y être placés. Donc, l'intérêt de cette carte-là, c'est que... je relis, voilà. Donc l'intérêt, c'est que vous avez cette carte en jeu. Vous pouvez mettre dessus autant de dégâts et d'horreurs que vous le voulez. Mais chaque fois que vous mettez des dégâts et des horreurs dessus, il faut faire un test dont la difficulté correspond à la somme des dégâts et horreurs qu'il y a placé dessus. Donc avec Cogneur, chaque tour, vous pouvez vous donner un +2 pour chaque tour. Vous mettez dessus quelques dégâts, quelques horreurs ou un mélange des deux, et vous vous donnez un +2 pour faire votre test. Alors les armes à feu. Alors évidemment les armes à feu, on a des tests de combat, donc c'est toujours intéressant de se donner un bonus. Mais plus particulièrement, le fusil de chasse de la boîte de base, on a +3 en force pour l'attaque, et au lieu des dégâts normaux, on inflige un dégât pour chaque point de réussite, minimum de 1, maximum de 5. En cas d'échec qui inflige des dégâts à un autre investigateur, un dégât pour chaque point manquant, de 1 à 5.
Donc là, il ne s'agit pas simplement de réussir l'attaque, mais de la réussir largement. Donc le plus 2 sera le bienvenu, ou 2 plus 1. Suivant le même raisonnement, le vieux fusil de cette boîte, on a le même bonus de combat, et pareil, on fait de 1 à 3 dégâts en cas de réussite. Le Mauser C96 des truands, là j'ai pris celui de niveau 2. Donc pour attaquer, il faut l'incliner et dépenser une munition. Plus 2 de force, plus 1 dégât. Si on réussit avec une différence de 2 ou plus, soit on le redresse, soit on gagne nos ressources. Si on réussit avec une différence de 4 ou plus, on fait les deux à la place. Donc le Mauser, encore une fois, il ne s'agit pas simplement de réussir, mais de réussir largement. Enfin, de réussir au moins 2 pour pouvoir tirer une deuxième fois d'affilée. Vu que vous devez l'incliner pour pouvoir tirer. Et puis réussir de 4, ben, ça permet d'enchaîner les tirs et de gagner en même temps des ressources si vous jouez un truand friqué. Beretta M1918, plus 4 de force, plus 1 dégât. Si on réussit de 2, soit on le redresse, soit on inflige un troisième dégât. Si on réussit de 4 ou plus, on fait les deux. Un peu le même raisonnement que pour le Mauser. Si vous voulez... comment dire ? En vous donnant un bonus, ben, vous augmentez vos chances de redresser le Beretta pour faire une deuxième attaque avec, si nécessaire, ou d'infliger un troisième dégât. Et si vous réussissez de 4, ben, carrément, vous pouvez enchaîner 2 attaques à... Enfin, vous pouvez faire une deuxième attaque après votre attaque à 3 dégâts. La Thompson 45 truand, pareil, j'ai jamais joué cette arme. Combattre avec plus 2 en force. En cas de réussite, on inflige plus 1 dégât. Et en cas de réussite avec une différence d'au moins X, on peut dépenser une munition supplémentaire donc. Pour infliger les dégâts de l'attaque, donc les 2 dégâts, a priori. Pour infliger les 2 dégâts à un autre ennemi dans le lieu, X étant la valeur de combat de cet ennemi. Donc la Thompson, vous allez attaquer l'ennemi qui a la plus faible valeur de combat. Vous allez vous booster en espérant réussir largement pour infliger les dégâts à l'ennemi qui aurait été plus dur à attaquer directement. Le fusil à canoncier, bah, c'est la même logique que le fusil de chasse et le vieux fusil. Se donne un bonus pour réussir largement. Ça donc c'est corps à corps. Les soutiens qui ont le trait corps à corps. Le marteau cyclopéen qui est dans cette boîte, on combat en ajoutant sa volonté. On inflige plus 1 dégât à l'attaque. On peut, en cas de réussite, éloigner l'ennemi d'un lieu, mais surtout, si on réussit avec une différence de 3 ou plus, on inflige un dégât supplémentaire et on peut éloigner l'ennemi encore plus loin. Donc il faut réussir largement pour avoir le meilleur de l'arme. D'où l'intérêt du bonus. Le cran d'arrêt, bah, c'est notre arme réussie de X ou plus. Donc ça c'est la version de niveau 2. Plus 2 en force, mais il faut réussir de 2 pour infliger plus 1 dégât. Le fendoir... Ah oui, le fendoir vétuste, lui, c'est qu'il coûte 5. C'est quand même cher, 5. Et ben là, on pourra le jouer pour 3. Donc au final, cogneur, que je revois un petit peu. Niveau armure, ça sera pour les jouer moins cher. Notamment si vous voulez jouer l'équipement de protection avec William Yorick. Si vous jouez l'armure enchantée, ben ça vous permettra de la faire tenir plus longtemps. Niveau arme à feu, ben ça pourra servir pour vieux fusil de chasse, vieux fusil ou fusil à canon. Non, c'est... Où est-ce qu'il est ? Voilà. Fusil à canoncier.
pour réussir largement et faire plein de dégâts d'un coup. Et sinon, toutes les armes qui ont réussite avec une différence de 2 ou plus. Et pour tout ce qui est des armes de corps à corps, alors on a le marteau cyclopéen, oui j'ai oublié de mentionner, il coûte 5, donc pareil, la réduction de coût sera la bienvenue. Comme pour le Fendor Vetus qui coûte également 5. Et le marteau cyclopéen, on a envie de réussir de 3. Et chez les truands, il y a le cran d'arrêt qui nécessite de réussir de 2 pour avoir son effet intéressant. Alors, ingénieux, c'est la version qui est triclassée chercheur, truand et survivant. Et les traits concernés, c'est perspicacité, outils et ruse. Et j'ai visiblement... Alors, il y en a pas mal. Et j'ai oublié de faire la préparation. Je m'en étais pas rendu compte. Donc, je vais le faire dans l'enregistrement et je couperai au montage. Bon, voilà. Je pense que j'ai rapidement préparé la liste des cartes intéressantes. Donc, en perspicacité, on en a en gardien, en chercheur, essentiellement en chercheur, 2 en survivant, un peu en truand, un peu en mystique, bref, on en a 2 partout. Alors, chez les gardiens, on a par exemple interrogé. Choisissez un ennemi humanoïde dans votre lieu, effectuez un test de force de difficulté 3, augmentez la difficulté de ce test de X, X étant la valeur dégâts de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu et un indice dans n'importe quel autre lieu. Difficulté de 3, ça augmente en fonction de la valeur dégâts de cet ennemi. Si l'ennemi en question c'est un acolyte, le bête acolyte de la boîte de base, ça vous fait un test de difficulté 4. Même si vous êtes un gardien, 1 ou 2 de bonus, c'est pas superflu. Bon, j'ai mentionné cette carte, mais quand même elle est pas géniale. Et sinon, chez les gardiens, tout le reste ça va être de la réduction de coût. Voilà. Les autres cartes coûtent maximum 2, donc on peut les rendre gratuites. Chez les chercheurs, on a j'ai un plan. On combat à son intelligence et on inflige plus 1 dégât par indice possédé jusqu'à plus 3 dégâts. A priori, si on sort j'ai un plan, c'est qu'on veut se débarrasser d'un ennemi qui a potentiellement 4 points de vie. S'il a 4 points de vie, il risque d'être quand même assez costaud, donc on ne veut pas se rater. Chercher des réponses. Alors là, j'ai mis la version de niveau 2. On a l'occasion en une action de gagner 2 indices. Je disais donc, voilà, c'est bêtement du boost de test. Décrypter la réalité. Une enquête, la difficulté c'est la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés. Et si on réussit, on trouve un indice par lieu et également un indice dans son lieu vu que c'est une action enquête. Donc c'est le genre d'action qu'on veut vraiment pas rater. Moi quand je joue décrypter la réalité, je me mets à... je me booste mon intelligence de sorte à ne rater que si je pioche sur échec, que si je pioche l'échec automatique. Voilà. Établir des connexions. Rapide à jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Donc l'effet est très bon. Alors, plutôt pour des trios, du trio ou quatuor, parce que en solo, on laissera rarement 2 indices dans le même lieu dont la valeur occulte est
relativement faible, vu qu'elle est inférieure à celle d'un autre lieu. Et même en duo, c'est assez peu probable qu'on laisse comme ça volontairement des indices. Par contre, en trio quatuor, dans un deck enquête à distance, c'est très bon, mais ça coûte 4. Donc réduire le coût ne sera pas superflu. Recherche poussée. Là, c'est la version de niveau 1. On paye 10, on prend 2 indices dans son lieu, et on réduit le coût de 1 par autre carte dans sa main. Moi, c'est une carte que je mets dans tous mes decks main pleine, et alors, si tout se passe bien, si je ne suis pas bloqué par le scénario, cette carte-là, je la paye rarement plus de 2. Ben là, je pourrais, dans les mêmes circonstances, la rendre gratuite. Alors, retourner chaque pierre de niveau 5. Moi, personnellement, je n'ai jamais joué cette carte. Donc, elle se joue pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide pendant la phase de joueur. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Il cherche une carte dans son deck, la pioche et mélange son deck. Avec... comment s'appelle déjà, ingénieux? C'est ça, ingénieux. Avec ingénieux, vous ramenez son coût à 0. Donc, c'est rapide, n'importe quelle fenêtre d'action rapide pendant la phase de joueur. 0 ressources, donc vraiment, vous sortez la carte. Comment dire? Il n'y a plus de coût, quoi, il suffit d'avoir la carte en main. Suivre son intuition, un grand classique. Pareil, vous ramenez le coût à 0. Donc, 0 ressources, 0 action, vous prenez un indice dans votre lieu. Alors, bien évidemment, toutes ces perspicacités, alors les autres que j'ai pas mentionnées... Ah, pardon, c'est là. Toutes les autres que je n'ai pas mentionnées, il y en a un bon paquet. Et quand on pense perspicacité, on pense à Joe Diamond, qui a son deck, comment il s'appelle déjà, Intuition. Voilà, c'est ça. Qui a dans son deck Intuition 10 événements perspicacité. Alors, Joe Diamond, il a déjà une réduction de coût de 2 pour les événements qui jouent depuis son deck Intuition. Donc lui, il aura moins l'intérêt d'utiliser la réduction de coût, mais par contre, il pourra bénéficier du bonus pour chercher des réponses, pour décrypter la réalité, éventuellement pour interroger s'il le souhaite. Mais alors ça va très vite parce que je sais pas, j'ai pas trouvé de cartes pour lesquelles c'est une évidence. Enfin, je veux dire, on peut mentionner que ça permet de payer le coût du croquis absurde, donc jouer croquis absurde pour 0 ressources, comme si on avait croquis absurde de niveau 2. Voilà. Donc, les outils. Donc, outils en chercheur, en survivant et en truand. On peut mentionner la masse. Alors ça, c'est la masse de niveau 0. Donc c'est une arme biclassée gardien et survivant. Elle occupe les 2 emplacements de main. Et son action la moins efficace, on paye une action, on a -1 en force et on inflige +1 dégâts. Donc avoir une arme de niveau 0 qui inflige les dégâts 2 par 2 sans condition, en dehors du fait qu'elle occupe les 2 emplacements de main, c'est génial, mais le problème c'est ce -1 de force. Et là, avec ingénieux, vous pouvez faire 2 attaques à force normale au lieu de les faire à force -1. Et évidemment, pour la deuxième action beaucoup plus efficace, vous pouvez, alors ça coûte 2 actions, donc a priori vous en ferez qu'une dans votre tour, vous pouvez attaquer à force +4, carrément. Le cryptographe chez les chercheurs, il a un intérêt, c'est qu'il peut permettre d'enquêter en action rapide, en l'inclinant, et en dépensant un de ses 3 secrets.
Le problème, c'est que le lieu a +1 de valeur occulte pour l'enquête. Et ben, avec ingénieux, vous pouvez vous donner +2. Donc le lieu a +1 de valeur occulte. Ouais, c'est bien ça, il y a bien enquêter, donc je vais vérifier quelle est la formulation. Un test de compétence, ouais, c'est ça. C'est ça, donc il y a une enquête. Donc je reprends. Vous choisissez d'enquêter en action rapide. Le lieu a +1 de valeur occulte, mais vous donnez +2. Donc globalement, vous avez amélioré le différentiel de 1. Et faire une enquête en action rapide, bah déjà ça permet de faire une enquête de plus. Et je vais quand même vérifier, ne pas me planter. Ingénieux, parmi les 3 classes, il y a truand. Donc, triche Scarborough. Pourquoi ? Bah parce qu'elle va enquêter en action rapide. Si je dis pas de bêtises... Oui, donc Trish Scarborough, elle fait son enquête en action rapide. Du coup, elle se prend pas d'attaque d'opportunité. Si elle réussit, elle découvre un indice et du coup, elle peut profiter de la présence d'un ennemi pour découvrir un deuxième indice ou échapper automatiquement à l'ennemi pour continuer ses enquêtes sans problème. Le télescope de poche, c'est un outil qui permet d'enquêter dans un lieu connexe révélé comme si on y était. Mais sinon, la carte n'a aucun bonus. Là, elle peut... Vous allez par exemple faire 2 enquêtes avec un +1. La boussole de marin. Alors, donc chez survivants. Donc, boussole de marin. Action, incliner la boussole de marin, enquêter. En cas de réussite, si vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Action rapide. Lors d'une enquête utilisant la boussole de marin, dépensez une ressource. Vous gagnez +1 d'intelligence pour ce test, limite de 3 fois par enquête. Donc c'est une carte qui est taillée pour des decks de survivants pauvres, des decks qui exploitent cacher son jeu. Et l'action rapide vous permet de booster votre intelligence lors des tests en dépensant des ressources. C'est très bien si par exemple vous avez Madame Labranche en jeu, vous générez une ressource avec Madame Labranche, puis immédiatement vous l'utilisez pour cette action et donc vous restez à 0 ressources. Mais si vous n'avez pas de génération de ressources, ingénieux sera votre générateur de boost pour cette enquête. La tronçonneuse, alors... déjà parce que c'est une solution de combat pour les survivants qui inflige les dégâts 3 par 3. Et deuxième chose, si vous jouez William Yorick, est-ce que je l'ai encore dans le coin ? Vous jouez William Yorick comme combattant, donc il fait ses attaques à la tronçonneuse, il fait les dégâts 3 par 3, et idéalement il a une copie de la tronçonneuse en jeu et une dans sa défausse. À un moment donné, il va, avec sa dernière provision, vaincre un ennemi et dire j'utilise ma capacité pour jouer avec une réduction de 2 potentiellement. Donc il va pouvoir jouer depuis sa défausse une tronçonneuse. Probablement il va utiliser ingénieux pour diminuer le coût à 2. Du coup il défausse celle qu'il a en jeu. Avec sa nouvelle tronçonneuse, il peut faire 3 attaques. Avec la dernière attaque, il remet en jeu celle qui est dans sa défausse, etc. etc. Voilà. Alors, le vieux porte-clés, c'est un grand classique. Les survivants, à l'exception de Bob Jenkins et de Wendy Adams, grâce à sa possibilité de remplacer un pion par un autre, ne sont pas très bons en enquête. Donc si vous avez... Alors le lieu perd 2 de valeur occulte. Donc si vous enquêtez dans un lieu qui a une valeur occulte de 1 ou de 2,
bah, vous ratez uniquement sur l'échec automatique. Si vous êtes à une valeur plus élevée, le boost est le bienvenu. Alors, vous ne retirez une clé que si vous réussissez l'enquête, mais si vous ratez l'enquête, vous avez quand même dépensé l'action pour rien. Donc un petit boost, c'est pas de refus. Je sais pas pourquoi j'ai mis outil de crochetage, ouais. La probabilité de rater le test en additionnant son intelligence et son agilité est faible, bon. Et bien évidemment, oui, comme on parle d'outils dont on booste les tests ou alors dont on réduit le coût, on pense à récup. Et ben parce que voilà, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez en payant son coût. Donc ingénieux, soit vous l'utilisez pour vous booster pour réussir de 2, soit vous l'utilisez pour que au moment où vous jouez la carte, vous ayez votre réduction de 2. Ou alors vous faites plus 1 et plus 1 votre valeur de compétence pour essayer de réussir de 2 et moins 1 de coût. Et encore une fois, on peut penser à Joe Diamond parce que Joe Diamond, il a sa carte Colt de détective qui dit jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main. Donc on peut faire un deck dans lequel il joue beaucoup d'outils. Que je revienne. Voilà. Il va pouvoir jouer appareil photo à souffler ou cryptographe ou nécessaire empreinte digitale qui est cher. Voilà, essentiellement ça, mais il va pouvoir jouer aussi la masse, par exemple, comme autre arme de combat en plus de ses pistolets. Voilà. J'ai rien de plus à dire sur les outils. Passons maintenant aux ruses. Alors il y en a une en gardien. Non, pardon, 2 en gardien, une en chercheur, quelques-unes en survivant, mais surtout on a du truand. Alors, en chercheur, persuasion, une discussion avec un ennemi humanoïde non faiblesse. On fait un test d'intelligence de difficulté 3 plus X, où X est le nombre d'horreurs de l'ennemi. Si on réussit, on mélange l'ennemi dans le deck rencontre. S'il est élite, on lui échappe. Donc c'est une carte de gestion des ennemis en chercheur. On est quand même sur un test de difficulté 3 plus X. X sera probablement 1, parfois 2. Si on veut se garantir de réussir un test qui a une difficulté de 4 ou 5, en standard, ça veut dire qu'il faudrait se mettre à 6 ou 7 de valeur de compétence. Et mine de rien, ça peut demander de faire un effort. Alors, chez les truands, là j'ai pris l'exemple de Kuba. On a plusieurs événements, je ne sais plus s'il y en a 2 ou 3, qui font faire une action. Là, pour Kuba, c'est combattre. Ajouter une valeur de compétence. Là, en l'occurrence, c'est l'agilité. Et bon, là, en cas de réussite de 1 ou plus, on échappe automatiquement à l'ennemi attaqué. Ok, mais surtout, en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez Kuba dans votre main à la fin de votre tour. Donc, on a la possibilité de récursion. Si on réussit assez largement son test, la carte, on la récupère pour la rejouer le tour suivant. Et on n'a pas envie de on n'a pas envie de rater ce test. On a aussi l'exemple de dérobé qui permet de prendre 3 indices d'un coup et il faut réussir de 2 ou plus pour le renvoyer dans sa main à la fin du tour. Alors, différent, on a forcé l'entrée, on enquête en ajoutant sa valeur d'agilité. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, on échappe automatiquement à un ennemi dans le lieu. Jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors encore une fois, si vous ajoutez votre agilité à votre intelligence, vous avez quand même a priori une très bonne valeur de compétence.
Si vous mettez ça dans votre deck, c'est que globalement, en additionnant les deux valeurs de compétence, vous êtes à 8. Mais pour peu que le lieu ait une valeur occulte élevée, ou si vous jouez à des niveaux de difficulté élevés, et ben le plus 2, voilà, se mettre à 10. Que je réfléchisse, ben voilà. Si vous jouez en standard, que votre lieu a une valeur occulte de 4, et ben 4, vous devez réussir de 2, ça vous fait 6. Le pire pion, c'est le 4, donc 4 plus 2 plus 4, ça vous fait 10. Donc même si avant de vous donner bonus, vous testez à 8, ben le bonus pour passer à 10, pour n'échouer que sur l'échec automatique, ça peut valoir le coup. Et avant de parler de cette carte, je vais rajouter... Ouais, là j'avais pas préparé, du coup les idées me viennent encore plus que d'habitude en cours de partie. Voilà, Chuck Fergus, un allié truand. Quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus, choisissez deux options. L'événement gagne rapide, l'événement coûte 2 ressources de moins pour être joué. Vous gagnez plus de votre valeur de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Le troisième point, il y a un truc intéressant, ça me donne une idée de vidéo de combo. Moi je mets ça dans un coin de ma tête. Donc, Chuck Fergus, vous choisissez deux options. Mais l'option 2, 2 ressources en moins, ingénieux le fait. Mais uniquement pour ruse, pas pour tactique. Et plus de la valeur de compétence, et ben ingénieux le fait. Encore une fois, uniquement pour ruse. Donc si vous avez ingénieux et Chuck Fergus, quand vous voulez jouer un événement ruse, vous pouvez faire les trois. Par exemple, Chuck Fergus fait que l'événement est rapide, il fait que l'événement coûte 2 de moins, et ingénieux fait que vous donnez un plus 2. Voilà. Et donc une autre carte truand, Trompe la mort, un événement de niveau 5 qui coûte 1, rapide à jouer quand vous devriez être vaincu, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, défaussez toutes les cartes dans votre zone de menace, soignez 2 horreurs et 2 dégâts, et déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi. Si c'est votre tour, il se termine, retirez Trompe la mort de la partie. Si vous jouez l'obol de Caron, l'obol pour Caron, pardon. Donc un permanent de niveau 1 qui est exceptionnel. Quand vous recevez de l'expérience lors de la conclusion d'un scénario, si vous n'avez pas été vaincu lors de ce scénario, vous recevez 2 points d'expérience supplémentaires. Si vous avez été vaincu lors de ce scénario, vous êtes tué. Donc quand on joue obol pour Caron, en général on met dans son deck des cartes qui limitent le risque d'être vaincu pendant le scénario. Par exemple, Trompe la mort. Trompe la mort, l'idée c'est que vous le gardez en main, et quand vous devriez être vaincu, immédiatement vous payez une ressource, et vous n'êtes pas vaincu, et vous espérez que ça va vous donner qu'avoir défaussé toutes les cartes de la zone de menace, de s'être soigné de 2 horreurs et 2 dégâts, ça va vous permettre de survivre au reste du scénario et obtenir une résolution favorable. Mais le truc, c'est que ça coûte 1. Donc, ça veut dire qu'il faut, si vous l'avez en main, vous allez garder en permanence une ressource. Alors, a priori, vous jouez truand, vous avez toujours plusieurs ressources, voire plein de ressources. Mais quand même, si vous avez ça dans votre deck, parce que vous avez obol pour Caron, et que ne pas être capable de jouer cette carte au mauvais moment peut vouloir dire perdre le scénario, ingénieux vous couvre, voilà, vous laissez une ressource sur ingénieux, et vous savez que vous êtes prêt à jouer Trompe la mort. Et sur les ruses, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Chez les survivants, de mémoire, il n'y a aucun test à faire. Niveau des coups, oui, dérobé, je ne l'ai pas mentionné. Dérobé, il coûte 4, ça commence à faire cher. Non, sinon rien de spécial d'autre, rien de plus à dire. Du coup, ingénieux.
Pour les perspicacités, ça va essentiellement être des réductions de coûts, pour certaines des boosts de compétences. Alors on pense perspicacité, on pense Joe Diamond, qui lui a des réductions, mais il peut toujours se prendre les bonus de compétences. Voilà, donc éventuellement il pourrait prendre ingénieux. Et pour ruse, pardon, j'ai oublié outil. Outil, ça va être intéressant dans les decks récursion, les decks récup. Ça peut vous permettre d'utiliser le cryptographe. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça peut vous permettre d'utiliser le cryptographe en action rapide sans vous prendre un malus. Et ruse, ça va être notamment pour tous les événements truands qu'on cherche à ramener dans sa main. Et du coup, cogneur, ça va être bon pour les combattants. Ingénieux, ça va être bon pour les truands qui jouent sur des événements. Bon, mais on est quand même loin derrière la puissance d'un prophétique. Bon, je vais m'arrêter là. En plus, il se fait tard, moi je commence à fatiguer. Je pense que ça se verra et ça s'entendra dans la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à laisser des commentaires, à poser des questions éventuellement. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.